Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff. Et j'ai le plaisir de recevoir l'écrivain Jean Raspail, qui vient d'écrire La Miséricorde après des années de fusion, de mendication et de travail, mais surtout, je le dis encore une fois, qui avait tout prévu, tout vu dans cet ouvrage absolument magistral qui s'appelle Le Camp des Saints, qui date de 1973. On en parle. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Jean Raspail, bonjour. Bonjour. Écoutez, je suis vraiment très heureux de vous recevoir parce que vous savez, il n'est pas si fréquent d'avoir des écrivains qui ont raconté quelque chose qui à l'époque n'existait pas. Évidemment, vous allez me dire, c'est la littérature, c'est la vision, c'est l'appréhension et quelque chose qui n'existait pas du tout en 1973. 1973, vous voyez, c'est pas hier, c'est il y a 45 ans, 46 ans. Oui. Vous écrivez Le Camp des Saints, où vous racontez effectivement, on va en parler longuement, dans des embarcations qui arrivent en Italie, en France, en Méditerranée, et qui débarquent, et que ce sont les damnés de la terre, les pauvres, et qu'est-ce qu'on en fait? Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'actualité, depuis 10 ou 20 ans, vous a non seulement rejoint Jean Raspail, vous a dépassé, sauf que ce qui est indépassable, c'est la manière de raconter ça, et le style de l'écrivain. Parce que je rappelle que Jean Raspail, c'est pas seulement Le Camp des Saints, c'est énormément de livres passionnant, que je conseille à tout le monde, de l'âge des steppes, chez Robert Laffont, qui se souvient des hommes, énormément de bouquins, et puis le moi, Antoine Toulens, roi de Patagonie, et je dis que si je suis allé en Patagonie, c'est parce que Jean Raspail, j'ai lu Antoine Toulens, le roi de Patagonie, et j'espère que je serai citoyen patagon, et soyez-le aussi auditeur de Sud Radio, parce que c'est formidable. Et alors là, Jean Raspail, vous publiez La Miséricorde aux éditions des Équateurs. Et La Miséricorde, c'est un roman, mais enfin c'est un roman qui cache un fait divers. C'est beaucoup plus que ça, un drame horrible qu'on a connu. Je vais nommer le nom. Vous allez faire un roman. C'est l'histoire du curé du Ruf. Et pourquoi vous n'avez pas voulu raconter avec les noms l'histoire du curé du Ruf? Parce que je voulais être comment dirais-je, ne plus être dans l'histoire du crime uniquement. Ce n'est pas le crime qui a attiré mon attention. Toute la France a tremblé parce que c'était une chose assez. Il faut rappeler Jean Raspail juste que donc il avait eu un enfant avec une. Enfin, il avait eu un enfant. Elle était enceinte. Il avait une maîtresse. Il avait fait un enfant à sa maîtresse. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a, pour se débarrasser de sa maîtresse, parce qu'il n'avait pas le droit d'en avoir une, il était prêtre, il l'a assassiné. Et puis, comme il y avait un bébé, c'est horrible ça. Ouais. Mais non, pas tant que ça. Elle avait un bébé dans le ventre, une fille. Il a ouvert le ventre et il a tué le bébé. Et il l'a même, paraît-il, ça on ne sait pas trop, ça me paraît énorme, défiguré. Oui, pour pas qu'on le reconnaisse. Il l'a baptisé. Mais il a quand même nié pendant très longtemps. Il a baptisé, oui, c'est terrifiant. Évidemment, c'est une des plus grandes horreurs qui puisse arriver à l'église, mais c'est il y a longtemps. Mais je suis certain que c'était un désaccès ou une sorte de monstre qui ne se comprend pas encore. Mais je suis certain que c'est un homme de Dieu et que s'il a voulu baptiser le bébé, c'était pour qu'il aille au ciel. Et également, j'ai oublié de vous dire qu'il a donné les derniers sacrements de pénitence, donc les derniers sacrements à sa femme avant de l'assassiner. Oui, mais enfin, alors il y a une chose qui était à la fois horrible, c'est le crime, mais qui était à la fois étonnante chez le curé du Rif, que moi j'ai appelé le curé de Bief, Jacques-Charles Lévesque, je l'ai appelé. Oui. C'est que il n'a jamais quitté, si je puis dire. Il savait que Dieu le surveillait, le guettait, allait faire quelque chose, etc.
cet homme vivait avec Dieu. Et c'est pour ça, quand il est entré en prison, il a commencé à faire comment dirais-je, des gravures religieuses sur les murs. Un jour, il y a dans la cour, il y a eu une bagarre entre les prisonniers, et puis il y en a un qui est mort. Il s'est précipité pour lui donner l'absolution. Jean Raspail. Je ne défends pas ni le personnage, ni le crime. Oui. Ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'il allait faire devant Dieu. Parce qu'il faut quand même savoir que les prêtres, n'est-ce pas, tous ceux à qui on a donné un sacrement de prêtrise ou de monastique, les prêtres ont toujours les yeux d'abord vers Dieu, et que tout ce qu'ils font concerne Oui, mais Dieu. enfin, il avait des yeux vers les femmes, mais ce n'était pas sa première maîtresse, comme vous le savez, vous le racontez. bien sûr. Et en fait, non, ce que je veux savoir, parce que, bon, vous l'avez dit vous-même, c'était quand même un monstre, un homme de Dieu c'est peut-être, un monstre. mais un homme aussi de l'enfer. Enfin, il y a quelque chose, je parle. Mais qu'est-ce qui vous a... parce que vous racontez, en fait, en postface, que ce roman, vous le portez depuis des années et des années, en fait. Oui. Et qu'est-ce qui a fait deux choses? Qu'est-ce qui a fait que vous avez mis tant d'années à faire, et d'ailleurs il est inachevé, vous le dites vous-même, d'ailleurs vous n'avez pas voulu finir, enfin vous l'avez laissé comme ça, et qu'est-ce qui a fait que vous avez mis autant de temps à le publier, à le sortir, quoi? Parce que c'était très difficile pour moi. Je n'avais pas assez de socle. Peut-être peu à peu, si vous voulez, à force de m'intéresser à ça, mon socle s'est construit. Oui. Alors, il faut bien dire que ce que j'ai écrit est un roman. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, bien sûr. Charles Lébec dans sa prison. Il a fini par en sortir. Et l'Église l'a fait entrer dans un monastère, c'est courant, où il a fait pénitence. Après, on le fait oublier, bien sûr. Donc, bien sûr. c'est pas du tout ça. Ce qui m'intéressait, c'est comment allait-il retrouver Dieu. En fait, pour tous les catholiques ou les chrétiens croyants, les catholiques croyants, ou même ceux qui ne croient pas, on est en face de Dieu. Donc, c'est lui. Quel que soit. Et alors, j'ai pensé, comment dirais-je, il faut faire attention aussi à ce que je vais dire, je demande pardon. Je vous en prie. C'est que j'ai commencé ce livre sans savoir absolument où j'allais. Je dis dans le livre que je me suis occupé pendant des années de ce prêtre, que je l'ai emmené avec moi. C'est pas vrai. J'ai écrit sur lui des choses que j'ai romanesquement inventées, bien sûr. n'est-ce pas? Son retour vers Dieu, mais c'est très possible. Il a peut-être fait d'une autre façon. Oui, vous avez fait, c'est votre imagination qui a fonctionné. Oui, mais je ne peux pas appeler ça mon imagination, parce que c'est curieux. C'est comme pour le camp des saints. Une phrase est venue et le reste a suivi. Le camp des saints m'en avait parlé. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Oui, comment ça s'est passé, le camp des saints? C'est tout simple. J'étais dans mon bureau d'une maison que ma tante me prêtait près de Boulouris, face à la mer. C'était mon bureau d'écrivain. J'écrivais autre chose, je vois la mer. Et à un moment, il y a une phrase qui m'a traversé. Et s'ils arrivaient? S'-I-L-S. Comme ça, et s'ils arrivaient? C'est-à-dire, vous regardiez la mer et vous voyez des embarcations. Et c'est ça qui m'est venu. Et s'ils arrivaient? Et à ce moment-là, le livre est venu quasiment tout seul. C'est écrit très facilement. Je terminais le soir sans savoir ce qui allait se passer le lendemain. Le lendemain, ça reprenait. Il y a eu certainement un lien quelconque, une sorte d'inspiration particulière. Vous diriez divine? Non, je ne peux pas dire ça, mais particulière, du sacré. Et je dirais que pour
miséricorde, Oui, c'est exactement ce qui s'est même passé. chose. D'accord. Sinon en ce qui concerne la miséricorde, j'ai eu une éducation religieuse assez solide de mon enfance. Je suis allé dans des collèges religieux où il y avait beaucoup de prêtres. D'ailleurs, j'ai toujours beaucoup de respect pour les prêtres. Puis quand j'étais dans les villages, on a habité un peu dans les villages, il y avait des prêtres. C'est Vous toujours habitiez quelque où chose. à l'époque? À l'époque, on habitait la Touraine. La Touraine, d'accord. Ouais. D'accord. Et, et les choses se sont construites très, très simplement. Très simplement. Donc, oui. Et j'arrive même... Je ne cherche pas comment marche ce processus. Quand j'ai, par exemple... C'est une partie du livre assez curieuse. Quand l'évêque fait son tour de connaissance avec ses nouveaux prêtres, le nouvel évêque, Oui. il va dans les cellules, presbytères, Oui, les presbytères, oui. il s'aperçoit de la solitude de ces prêtres, de leur misère, de leur manque de moyens, de leur manque de distraction, de leur manque d'air extérieur. Il a tout de suite tout compris, lui. Ce que m'a écrit un évêque, d'ailleurs, récemment, ce que les évêques n'ont pas compris et que vous, Raspail, bien compris. C'est quand même assez curieux, mais c'est comme ça. Mais je n'ai fait aucune étude là-dessus. Je n'ai jamais médité là-dessus. Ça n'a pas pris la totalité de mon temps pendant des années. C'est votre inspiration. Comme un spécialiste ou un sociologue ou n'importe quoi qui se met sur un sujet et qui pendant 5 ans, s'en met plein la tête pour écrire quelque chose. Non, ma tête était vide. C'est venu. Et c'est ça qui est intéressant. C'est venu comme le camp des saints est venu. C'est ça. Oui. En fait, ça arrive, ça advient, et puis vous l'écrivez. Oui. C'est ça. Oui. Et ce qui est extraordinaire, et dites-moi, quand vous juste le camp des saints, vous l'avez écrit en combien de temps? À peu près. 1 an et demi largement. 1 an et demi, d'accord. Mais je travaillais tous les jours. Ah ouais, oui, quand même. Oui. Ouais. Oui, non, parce que la miséricorde, ce qui est très intéressant, vous le racontez, justement, vous l'avez porté pendant des années. Ah oui, et à un moment donné, dans ma tête, c'est pas l'écriture, aussi que je l'écrivais tout le temps. C'était très difficile à écrire, il fallait construire quelque chose qui tienne cette histoire. Et quand j'ai trouvé pas le truc, mais le socle, ben, ça va. Je veux pas, comment dirais-je, exagérer, mais je veux exagérer, tant pis. Mais je suis très fier de ce livre, La Miséricorde. Mais vous pouvez. Il est quasiment... Il aurait été impossible pour moi d'écrire ce livre il y a quelques années ou je ne sais pas comment il est venu. On va continuer à parler avec Jean Raspail. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Et il a surtout beaucoup de choses à nous dire. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous continuons notre face-à-face avec l'écrivain Jean Raspail. Le très grand écrivain Jean Raspail, je le dis, qui a écrit énormément de choses. On a parlé de la miséricorde, son livre le plus récent. Et nous allons évidemment raconter quelque chose qui a quand même été extraordinaire parmi tous ces livres. C'est que hier encore, on a vu dans toutes les images des réseaux sociaux, je ne sais pas si vous l'avez vu, Jean Raspail, mais c'était un peu partout sur les réseaux sociaux. À l'époque, en 113, ça n'existait pas, ni Internet, ni réseaux sociaux. On a vu un grand paquebot de passeurs arriver, mettre un certain nombre de migrants sur des petites embarcations. Et ces embarcations étaient recueillies par des navires d'associations caritatives, etc., pour les amener vers l'Italie, la Méditerranée et la France. Et depuis des années et des années, ce mouvement énorme et qui suscite aujourd'hui tout ce qui se passe en Europe, les élections, les populistes et autres, est dû aussi à ces mouvements en Méditerranée. Et vous, il y a, je le répète, qui a 46 ans, vous avez écrit un livre, alors vous dites que ça a commencé à « Et s'ils arrivent ». Mais comment vous avez pensé « Et s'ils arrivent » quoi? C'est la misère du monde du Sud qui arrivait en Europe, dans les riches territoires d'Europe. Comment c'est venu, cette construction? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Non, c'est-à-dire,
Au départ. Il m'est arrivé cette phrase, Oui. et s'ils arrivent. Oui, mais quand est-ce que vous avez pensé à qui pouvait être ces Oui, îles? parce que souvent, quand je regardais la mer, souvent. J'ai eu des bateaux, moi j'ai navigué, chaque fois je me disais que la mer ne suffirait pas à séparer l'Europe de tout le reste. Mhm. Mais c'est des réflexions en passant comme ça. Bien sûr. Mais vous pensiez qu'à un moment donné, il y aurait des migrations? Oui. Oui. Mais c'était, enfin, mon cher Berkoff, c'était inévitable. Je ne comprends pas comment tout le monde s'est pas mis à penser à ça. C'était inévitable. Oui, parce qu'à l'époque, personne n'en parlait. Comme la fin qui nous attend est inévitable aussi. Oui. Vous disiez que de toute façon, les gens qui sont de l'autre côté de la Méditerranée ou d'ailleurs, qui n'ont pas évidemment le même niveau de vie, ont envie d'avoir ce même niveau de vie et vont arriver. Est-ce que ça vous a... Non, mais je veux dire, parce qu'il y a eu, c'est très bien la phrase, mais après, vous avez quand même décrit, et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, au-delà du talent de l'écrivain, vous avez écrit une situation que l'on vit tous les jours depuis des années. C'est quand même pas rien, quoi. Et vous dites, c'est arrivé comme ça. Alors, comment ça a été accueilli à l'époque, le camp des Saints, Jean Raspail? Alors, le tirage a été énorme, mais il y avait deux camps. L'un qui, c'est le cas de le dire, qui détestait ce livre, qui me traitait de tous les noms, etc. Et l'autre camp, bon, c'est pas compliqué. Je vous signale que ces deux camps existent toujours. Enfin, ils existaient encore il y a quelques années, c'est la droite et la gauche. Ah, c'était ça. C'est-à-dire que les critiques de gauche vous ont éreinté? Alors, complètement, les critiques de droite, mais c'était un moment où la gauche et la droite étaient plus intéressantes, si je puis dire, qu'elles ne sont maintenant, voyez-vous. Oui. Il y avait une droite avec des grands types, des types intelligents. Elles ont un peu disparu, costauds, hein. Oui. Il y a une dizaine d'années, et il y avait une gauche qui avait également des têtes, quand même. Bon, mais tout le monde s'y est mis, mais Et vous avez été très critiqué, très, je veux dire, par un certain camp. J'ai été réhabilité. Oui. Quelques années plus tard, c'était avant la mort de cet calvinicien écrivain, que je connaissais un peu, Poirot Delpech. Bertrand Poirot Delpech, de gauche. critique au Monde, absolument. Eh bien, Journal dans Le Monde, oui. il a écrit, il faut cesser d'insulter Jean Raspail, il avait raison. Ah oui, d'accord. Donc il y a eu une évolution. À ce moment-là, c'est Poirot Delpech. Mais il était de gauche, mais je le connaissais un peu quand même. D'abord, gauche et droite, ça m'empêche pas de les lire, ou je suis pas sectaire, moi. Bien sûr. Si je suis pas sectaire, je ne veux pas. Mais la gauche et la droite, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Et voilà, et à ce moment-là, on m'a fichu la paix. Ah, oui. Ah, complètement. Mais il y a encore quelques attaques, mais non, c'est fini. Oui, mais alors quand même, il y a eu quelque chose de très intéressant. En 2011, a été réédité Le Camp des Saints. Oui, et j'ai fait une préface. Chez Robert Laffont, et vous avez fait une préface que j'ai lue. Oui. Et vous avez quand même collationné les passages où vous disiez qu'aujourd'hui, vous ne pourriez pas écrire ça sans vous faire attaquer par des associations, attaquer au pénal, ou en tout cas attaquer en justice, par des associations. Donc, est-ce que ça a évolué? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire que c'est pas les partis, ce sont les attention, je ne vais pas donner leur nom. Ce sont les associations, les comités... oui, antiracistes ou autres, etc. C'est ça, voilà, qui passent leur temps à faire des procès à une ligne. Mais ils pouvaient l'essayer. Ouais. Seulement, je ne citerai pas le nom de mon avocat parce qu'il était très très connu. Et mon avocat a étudié le problème. Il m'a dit, mais ils perdront le procès. Ils le perdront. Ils ne peuvent pas, ils ne pourront pas le faire. Non, mais même la possibilité qu'il le fasse. Je me suis dit, à ce moment-là, ça m'est venu, et l'avocat a trouvé ça très amusant, et c'est lui qui m'a indiqué tous les points où je pouvais être attaqué. Tous les mots, les phrases.
Et en effet, il y en a plusieurs pages à la fin du livre avec le numéro de la page et le numéro de la ligne. Oui, nous l'avons lu ça, et je l'ai lu. Ça, Oui. ça, j'en suis assez content. Mais alors, est-ce que ça veut dire, Jean Raspail, nous sommes aujourd'hui en 2019, est-ce que Jean Raspail, qui publierait Le Camp des Saints en 2019, ne pourrait pas le publier à moins d'avoir des procès, d'une série de procès aussi intensifs les uns que les autres aujourd'hui? Est-ce que vous pensez, ma question en fait, est-ce que le politiquement correct aujourd'hui, est-ce que la liberté de penser ou d'écrire a régressé ou pas, à votre avis? Elle a régressé. Elle a régressé. Oui, mais honnêtement, je me fiche un peu de tout ça. Bon, c'est vrai, je lis un peu les journaux, on dit qu'elle a régressé, c'est vrai, il y a des écrivains qui ont été un peu embêtés. Ben, qu'est-ce que vous voulez, tant pis, il pleut, il fait beau, il fait quoi et je ne sais pas, moi, il y a un orage ou il n'y a pas d'orage, c'est ça pour moi. Si on veut tuer la liberté d'expression, je ne tiens pas compte de ça. Et si j'étais, je l'ai fait, si vous voulez, dans certaines chroniques, dans le Figaro. Mais à ce moment-là, on n'y touchait pas trop au Figaro. Hein. Ouais. Voilà. Mais vous dites, de toute façon, un écrivain ou un artiste doit suivre sa pente, son cours, et pas s'occuper de ça. Exactement. D'accord. Et vous êtes jamais occupé de ça, en fait? Non. D'accord. Non. Oui. Mais en revanche, je ne suis pas du tout partisan de l'immigration générale. Hein. Pas du tout. Parce que les nations ont été créées, mettons par Dieu ou par qui que ce soit, mais les nations sont une agglomération de populations identiques ou très proches l'une de l'autre dans des pays donnés dans lesquels ils vivent et qu'ils connaissent, qui se sont développés, qui ont créé une civilisation, une façon de vivre à eux, etc. On ne peut pas casser ça. Voilà. Une même culture, une même valeur. Il serait aussi impossible. Enfin, moi, je refuse l'immigration de ce genre en France, et de même que je conçois très bien que les autres pays, même je sais pas moi, l'Afrique un jour refuse. D'ailleurs, ça comment refuse de prendre des immigrés autrement. Oui, d'autrement. Vous dites les nations, faut pas les. C'est pas un bouillon. C'est pas un bouillon, c'est pas une Macédoine. Oui, c'est pas une salade russe. C'est un peuple. Ouais. Il faut pas toucher à ça. Si on touche à ça, on touche au cœur de la nation. Et ça, je le dirai toute ma vie. Et comment vous expliquez que justement des gens qui apparemment disent que ce sont des patriotes sincères ou des souverainistes et autres laissent faire? C'est ça qui est étonnant quand même, en disant oui, bon, c'est pas grave. Ou alors on vous traite de réactionnaires, de racistes et autres épithètes du même calibre. C'est quand même, qu'est-ce qui il y a deux réponses qui se mélangent d'ailleurs. Ouais. Si les hommes politiques ne prennent jamais parti, surtout jamais, pour des raisons simplement électorales, parce qu'ils perdront, voilà, c'est tout. Mais il y a beaucoup de gens, même moi à la rigueur, si vous voulez, qui se disent que ça peut être en effet assez cruel de refuser de laisser entrer des malheureux, des crèves-la-faim, des enfants, des choses comme ça. Bon, ma réponse, elle a été donnée dans le Camp des Saints à un moment, dans certains chapitres. Et quand on dirige un pays, je parle pour le président de la République ou le gouvernement, il ne faut pas hésiter à être dur et cruel si on veut le sauver. Ça ne se fait pas, c'est pas possible. C'est une faute. Alors évidemment, les chrétiens disent, mais non, pas du tout. Non, moi je ne suis pas. Je suis catholique, mais je suis pour l'interdiction, sauf dans des cas tout à fait particuliers. Bien sûr. Quand on aura trouvé des cas tout à fait particuliers, et très surveillés, peut-être on peut en effet ouvrir une fois de temps en temps. Non, mais comme le droit d'asile. Non, mais bien sûr, et puis vous savez très bien. Mais pas des masses, surtout pas. Non, c'est ça, c'est le problème de l'immigration massive que vous posez. Parce qu'il y a des tas d'étrangers qui sont aussi français que les Français.
Ouais, Voilà. ouais. Non, parce que vous savez très bien, et vous êtes écrivain, que beaucoup d'écrivains et autres artistes étrangers se sont absolument fondus dans la tradition française et l'ont même enrichi. Mais c'est pas de ça que vous parlez. Vous parlez de l'immigration de masse. Oui. C'est oui. ça. Oui. Et effectivement. Et alors, à votre avis, posez une question très brutale. Aujourd'hui, 2019, c'est fichu ou c'est pas fichu? Est-ce que le melting pot va se faire dans une indifférenciation généralisée ou il y a encore des possibilités? Alors, là, à mon sens, je crois, et d'ailleurs Sauvy était de cet avis, Alfred Sauvy, c'est un grand démographe. Économiste, oui, et démographe. Oui. Ben, puisqu'on a retrouvé son nom, j'ai son livre, c'est que tout se jouera dans les années 50. On ne sait pas ce qui va se passer. Dans les années 50, ça va se jouer. 50, vous dire 2050. Oui. D'ici 20 ans, 30 ans. Oui, ça, dans 40 ans, C'est c'est ça. ça. Et ça, je le dis depuis longtemps, Sauvy le disait aussi, où un grand nombre comment dirais-je, de populations, au pluriel d'Europe et d'ailleurs, ne supporteront plus cette... comment on appelle ça? Oui, cette immigration de cette masse, invasion etc. et cette Invasion. Cohabitation. cohabitation, c'est ça. Ne supporteront plus. Ce qui commence d'ailleurs, si vous regardez un peu certaines informations de journaux qui sont mieux informés que le Figaro, ça commence. Ça commence. Voilà. Et ça ne supportera pas. Et on peut arriver à des violences et des combats. C'est sûr. Voilà. En tout cas, oui. Mais il y aura autre chose. Même si nous sommes beaucoup envahis et que la France, quand même, tremble sur ses jambes parce qu'il y a beaucoup trop d'immigrants, viennent, et ça j'y crois beaucoup, viennent les isolats. Si les gouvernements s'obstinent à nous faire, comment dirais-je, avaler tous ces gens qui arrivent, tolérer tous ces gens qui arrivent, etc., avec leur aire de Ce sera l'archipel, c'est ça? Avec leur aile de Sainte-Nitouche, là, eh bien, il y a beaucoup de groupes, de villes, de régions, de petites régions, de clans, de tout ce que vous voulez, qu'on peut appeler des isolats, c'est un terme ethnographique, qui refuseront complètement cette histoire-là. Voilà. Et qui refusent. Ouais. Et peut-être que ces isolats finiront par se rejoindre et recréeront la France. Refaire France. Je vous signale, et je peux le citer parce qu'il l'a dit dans un de ses articles, que Philippe de Villiers n'a pas inventé les isolats, bien sûr, mais il considère, et tous les Puy Follet considèrent que le Puy du Fou est un isolat très puissant. En tout cas, juste, il faut que je vous dise, dans un livre que je vous recommande, Jérôme Fourquet, le directeur opinion de l'IFOP, a parlé de l'archipel français. Oui, et justement, il a dit que ce serait des isolats et on va vers ça. Merci Jean Raspail, et lisez La Miséricorde et relisez si vous ne l'avez pas lu, ou sinon précipitez-vous, notamment sur le camp des saints et moi, Antoine Toudens, roi de Pacte d'Agonie, parmi les autres livres.